Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'organisation de m'avoir confié ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez, qui est peu connu des anesthésistes, qui était plus connu des algologues, et qui mérite quand même de s'intéresser un petit peu. Surtout que vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a rien de très compliqué ni à voir comme image. Ni à réaliser comme geste. Donc on va regarder un petit peu. Alors ça fait un petit peu catalogue. C'est le problème, c'est qu'il y a plein enfin, il y a pas énormément de nerfs, vous allez voir, mais il y a quand même pas mal d'abords possibles. Et du coup, ça fait un petit peu catalogue, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. C'est pour ça qu'on voulait mettre le parallèle entre quel nerf je peux bloquer, mais surtout pourquoi faire. Alors on va regarder d'abord un petit peu les blocs superficiels de la face. Alors ça, c'était des blocs qui étaient assez connus des chirurgiens il y a très longtemps. Connu des algologues, encore une fois, là, pour les algies de la face depuis plus longtemps que nous, et qui finalement commencent à se faire réapproprier par les anesthésistes parce qu'on se rend compte qu'il y a des intérêts. Alors, il y a un petit peu de littérature qui ressort un peu partout. Il y avait une revue de littérature là, qui a été faite il n'y a pas très longtemps par Paul Zetlaoui, là, qui est sorti l'année dernière, 2023, qui refait très très bien le bilan de tous ces nerfs et où est-ce qu'on peut les bloquer. Les indications des blocs superficiels, finalement, il y en a. Et là où c'est ressorti souvent, c'est dans les CHU pour la neurochirurgie, avec tout le développement des techniques de chirurgie éveillée et l'intérêt du coup d'avoir une analgésie pour l'abord et puis ensuite même pour le post-opératoire, et en particulier quand on met une tétère de Mayfield, c'est compliqué, ça fait mal en post-opératoire, donc c'est intéressant. Là où ça va être intéressant pour l'anesthésiste moyen dont je fais partie, c'est pour toute la chirurgie des tumeurs cutanées sur toute la face, que ce soit le visage mais aussi sur le scalp, parce qu'on a très souvent des surfaces importantes et que finalement, plutôt que d'aller injecter des litres d'anesthésie locale en local, pourquoi pas aller bloquer des territoires et en plus on va améliorer le confort du patient. Et en urgence, ce sera toujours pareil, des phénomènes cutanés, ce sont les plaies qui peuvent être sur des grandes surfaces cutanées. Alors pourquoi on va utiliser l'échographie? Parce qu'on est dans un congrès d'échographie. Finalement, parce que vous allez voir que l'anatomie de tous ces nerfs, elle est très 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 propice à l'usage de l'échographie. Pourquoi? Parce que les nerfs sortent toujours par un trou du crâne, quelque part sur le visage ou en profondeur. Et que l'échographie, ça permet très très bien de voir toutes les ruptures de corticales. On voit très bien les trucs cassés, on s'en repère très bien les trous. Donc ça va permettre de nous aider. Vous voyez qu'au milieu, à chaque fois qu'on aura un trou, très souvent il y aura des petits vaisseaux aussi. Et sur le film qui tourne au milieu, on voit apparaître, hop, c'est compliqué avec tous les... On voit apparaître, vous voyez, en couleur, la lumière, l'artère qui passe souvent à côté du petit nerf. Et puis surtout, comme toujours avec l'échographie, c'est que ça va permettre de s'affranchir des variations anatomiques, parce que, là on va reprendre sur nos 3 petits nerfs superficiels de la face antérieure qu'on peut voir. On avait appris que ces trous étaient alignés, et en fait quand on regarde, il y a des études là-dessus qui sont assez anciennes, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas alignés en fait, donc il y a un intérêt d'aller les chercher spécifiquement. Alors le premier nerf qu'on va pouvoir bloquer, on va faire de haut en bas, ça va être le nerf supraorbitaire. Donc le nerf supraorbitaire, vous voyez tout là-haut, ici, c'est une petite branche du nerf ophtalmique qui va se diviser en deux à la sortie du crâne, en une branche supratrochléaire là, qui va aller plutôt dans ce coin-là, plutôt médiane, et puis une branche ici, supraorbitaire. Donc c'est un territoire sensitif assez important, ce que vous voyez, c'est ce qui est matérialisé en jaune sur la gauche, parce qu'on va prendre toute la paupière supérieure, le front, tous les mi-scalpes antérieurs et la racine du nez. Donc on voit que c'est un territoire assez étendu à partir d'un nerf, vous allez voir, qui est très facile et tout petit à bloquer. Du coup, l'intérêt pour ça va être toute la chirurgie, en particulier cutanée, de toute cette partie là, du scalp sur le dessus de la tête. Donc réparer des lésions traumatiques, des plaies importantes, les voies d'abord de craniotomie frontale, même le placement d'un shunt ventriculo-péritonéal, ça permet de faire l'anesthésie locale au niveau du point d'insertion. Et puis finalement toutes les tumeurs cutanées et les plasties qui vont en découler là, pour récupérer l'intégrité cutanée. Et puis voilà, de façon plus anecdotique, mais je l'ai trouvé, c'est un bon moyen de traiter des migraines ophtalmiques. Donc pourquoi pas, au moment aigu, donc que ce soit pour la migraine et puis aussi dans les crises aiguës de zona.
Alors comment on va faire ça? C'est très simple. Vous voyez, on va poser une sonde d'échographie directement sur le sourcil, là-haut, hop, et on va les repérer, comme on disait tout à l'heure, un petit foramen dans lequel va sortir notre nerf, qui va être à côté, souvent d'une artère, donc on peut s'aider d'un peu de couleur si on veut. Vous voyez ici apparaître, alors ici il y a même l'aiguille. Vous voyez le foramen, on va le voir quand on scanne en fait un petit peu de haut en bas, on voit apparaître le trou par ici, hop, un moment, clac, hop, voilà, il est ici. Et puis on met son aiguille devant, et on va aller injecter un petit peu d'anesthésique locale en avant, sans cathétériser le foramen, parce que finalement c'est pas nécessaire, et ça peut même être dangereux, parce qu'on peut avoir une plaie vasculaire. Et on aura une anesthésie d'un énorme territoire cutané, avec 1 millilitre d'anesthésique locale placé à cet endroit. Hop. Si on veut aller à l'étage d'en dessous, on peut aller endormir le nerf infraorbitaire, donc vous voyez par ici, donc qui lui va être une branche de la deuxième partie du nerf facial, là, du coup du nerf maxillaire. Ça émerge au niveau du foramen infraorbitaire, donc on va être juste sous l'œil. Et puis du coup, encore un territoire cutané assez intéressant, paupière inférieure, toute la moitié de l'aile du nez, et puis la lèvre supérieure. Donc du coup, encore une fois, pour toutes les chirurgies cutanées, en particulier carcinomateuses de la face, qui sont fréquentes dans ces emplacements-là. L'aile du nez, c'est assez fréquent. Et puis l'analgésie complémentaire, là chez l'enfant, on en parlera un petit peu plus pour les blocs plus profonds, mais l'analgésie complémentaire de la fente labiale, là chez les petits, ça va être intéressant. Donc effectivement, ce sera juste pour une chirurgie cutanée, il ne faut pas qu'il y ait une fente palatine associée, pas d'os, parce que là finalement on est sur une branche terminale qui va énerver que le territoire cutané. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de faire une analgésie complémentaire et de limiter, voire d'éviter les morphiniques chez un tout petit. De la même façon, je vous montre l'installation. Vous voyez, c'est extrêmement simple encore. On pose sa sonde un petit peu sous l'orbite et on va aller rechercher encore une fois un foramen infraorbitaire, donc on est juste sous la pommette, et on va aller injecter de la même façon dans le plan. C'est plus facile et puis plus sécuritaire que de le faire hors plan. Alors après, bon, ça c'est des habitudes aussi, mais en tout cas c'est comme ça que c'est le plus souvent décrit, de faire une approche dans le plan. On va descendre encore un petit peu, hop, et on va aller bloquer le nerf mentonnier. Alors le nerf mentonnier, ici. Donc c'est une branche terminale du nerf mandibulaire, le 5-3, qui est avant une branche du nerf infra-alvéolaire. Donc il émerge toujours par un foramen, le foramen mentonnier, et là un territoire cutané qui est menton, lèvre inférieure. Un autre territoire qui est intéressant, c'est qu'il y a un territoire à l'intérieur de la bouche. Donc on va avoir les muqueuses de la lèvre, de la gencive, et aussi les incisives et les canines homolatérales au nerf. Donc on pourra même faire des chirurgies d'extraction dentaire avec ce petit bloc superficiel. Donc vous voyez que c'est un petit bloc, pareil, assez simple d'abord, et on va pouvoir l'aborder exactement de la même façon que les deux autres. On continue à poser notre sonde, alors cette fois-ci sur un petit peu au-dessus du menton, là sous la lèvre inférieure, et on va aller chercher. Alors là, on ne le voit pas très très bien sur cette petite vidéo ici parce qu'elle ne déroule pas assez. J'en avais une autre, mais il n'y avait plus de place. C'est qu'on va aller chercher d'abord les racines dentaires, et en fait, on va voir ces racines dentaires. On descend. Et on tombe à peu près au niveau des canines sur le trou mentonnier ici, là, et du coup pouvoir faire son infiltration dans le plan ici pour aller bloquer ce nerf mentonnier. Voilà, on pourra compléter les territoires cutanés. Alors là, vous voyez, on a vraiment fait ici, là, là. Si on a besoin d'une surface cutanée un petit peu plus temporale, d'aller bloquer le nerf auriculo-temporal, qu'on va pouvoir retrouver de façon assez simple aussi. Donc vous voyez ici, on va pouvoir poser sa sonde en avant du tragus, là, comme ça, et aller chercher l'artère temporale superficielle. Et en général, le nerf est satellite, il est satellite de cette artère temporale superficielle. Donc on infiltre juste à côté, et que ça va permettre de récupérer une surface cutanée là, sur le tragus, toute la partie antérieure de l'oreille et puis toute la zone de peau qui couvre le mus temporal.
Donc voilà, celui-là intéressant à faire en complément du nerf supraorbitaire pour les chirurgies du scalp, parce qu'il peut y avoir des recouvrements de zones assez faciles. Et ça, encore une fois, oui, ça je ne l'ai pas dit, pour tous les petits nerfs, faire attention aux zones qui commencent à être médianes, qu'il va falloir essayer de le faire plus souvent bilatéral, parce qu'il y a très souvent... le milieu n'est pas exactement au milieu, quoi. Hop, alors, on continue. Si on veut récupérer des territoires plutôt un petit peu plus postérieurs, on va aller chercher les branches du cou cutané postérieur du plexus cervical avec les nerfs grand auriculaire et petit occipital. Donc on les place souvent ensemble parce qu'on va pouvoir aller les chercher sur le même abord. On est toujours en décubitus dorsal, mais on fait tourner un petit peu la tête du patient sur le côté. Et on va aller suivre le muscle sternocléidomastoïdien. Hop, ici. Et on va pouvoir retrouver les nerfs grand auriculaire et petit occipital à mesure qu'on remonte le long du sternocléidomastoïdien. Donc ça, pareil, c'est des techniques d'infiltration assez simples qui sont bien connues des algologues, mais qu'on peut utiliser nous également. Alors nous, c'est vrai que c'est une technique. Tous ces petits blocs superficiels de la face, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Il y avait pas mal de chirurgie cutanée du visage à la clinique, faite par les plasticiens, les ORL, tout ça. Et qu'on s'y est mis un peu, parce que finalement, on y a vu pas mal de confort pour les patients. On a limité les doses d'anesthésiques locaux et limité surtout les sédations associées. Alors si on va un petit peu plus profondément, et là on va rentrer... dans des blocs qui vont être beaucoup plus chirurgicaux pour de la chirurgie un peu plus lourde. On va aller bloquer les nerfs profonds, donc maxillaires et mandibulaires. Donc, pardon, tchouk. Donc le nerf maxillaire ici, là, hop, et le nerf mandibulaire ici. Alors si on commence par le nerf maxillaire, donc le nerf 5-2, alors c'est un nerf qui a une anatomie qui n'est pas si simple finalement. Qui sort du crâne au niveau du foramen rond et puis qui va rentrer dans la fosse ptérygopalatine. Et c'est là où on va aller le bloquer, parce que c'est là où il va être facile à avoir. Il est très souvent satellite, en fait il passe pas loin de l'artère maxillaire, donc c'est à la fois un moyen de le repérer, ça peut être un petit stress parce que finalement elle passe pas loin, donc il y a toujours un risque de lésion. Bon, le territoire sensitif, c'est le territoire sensitif cutané qu'on a vu tout à l'heure avec l'infraorbitaire. Du coup, avec sa branche alvéolaire, on va pouvoir avoir aussi une anesthésie des dents du maxillaire supérieur. Et puis, une anesthésie du coup un peu plus en profondeur du palais, du toit du pharynx, et même des sinus, du coup l'ethmoïde, le sénoïde et le maxillaire. Donc on voit qu'on va avoir finalement un territoire profond assez intéressant pour pas mal de chirurgie. Alors les indications, la première, alors nous c'est comme ça qu'on l'avait commencé, c'est surtout dans la chirurgie de fente labiopalatine, et en particulier chez le petit enfant, parce qu'encore une fois ça va transformer le protocole d'anesthésie et la façon de conduire son anesthésie, parce qu'on va pouvoir réellement se passer de morphinique et du coup améliorer clairement la réhabilitation et le parcours de ces tout petits par une analgésie qui va être beaucoup plus performante et sans morphinique et lui permettre de reprendre sa vie beaucoup plus rapidement dès la salle de réveil. L'autre grande indication, et chez nous c'est le plus gros du volume, c'est les ostéotomies du maxillaire, donc c'est toute la chirurgie orthognatique, parce que du coup on va permettre, vous allez voir comme ça, d'avoir une chirurgie beaucoup plus confortable et un bien meilleur contrôle de la douleur post-opératoire. On peut l'associer pour les rhinoplasties, les extractions dentaires, en particulier sur les patients à terrain extrêmement sérieux. Là, typiquement, c'est les extractions dentaires multiples avant des chirurgies cardiaques de type remplacement de valve aortique, tout ça. Ça peut être vraiment intéressant pour éviter des anesthésies générales et puis avoir surtout de bonnes conditions d'analgésie et de confort péropératoire pour le patient. Et il y a évidemment des indications d'algologie. Alors c'est des blocs qui peuvent avoir des complications, surtout quand on les réalise à l'aveugle. Ça va être le trismus par les injections intramusculaires, parce que si on ne va pas assez profondément, on va pouvoir assez facilement se mettre dans le masséter et on peut avoir des trismus réactionnels par l'injection, par la toxicité directe de l'anesthésique locale dans le muscle.
Des traumatismes vasculaires, alors théoriques, parce qu'en pratique, je n'en ai jamais vu, mais en tout cas, c'est possible, parce que vous avez vu, l'artère maxillaire tourne un petit peu dans cette fosse ptérygopalatine, et du coup, potentiellement, on peut la léser. Et on est dans un espace qui est non compressible et non accessible. Bon. Il y a des cas cliniques décrits de pénétration dans l'orbite, et même dans le crâne, selon les voies d'abord. Donc vous verrez que c'est pour ça qu'on privilégiera des voies suprazygomatiques plutôt qu'infra, parce qu'on va limiter tous ces risques-là. Il est conseillé sur ces blocs-là que si on les réalise sans anesthésie générale associée, d'avoir une surveillance, mais bon, comme tous nos blocs ALR, de 30 minutes, parce qu'une diffusion méningée est possible. Donc il peut y avoir du coup des troubles neurologiques ou de conscience. Alors comment on va pouvoir bloquer ce nerf? Donc il y avait des techniques un petit peu historiques basées juste sur des repères anatomiques. Donc vous voyez la voie d'abord, là, dont on parlait tout à l'heure, suprazygomatique. On va aller chercher du coup le petit trou qu'on a derrière le rebord de l'orbite au-dessus du zygoma. On rentre l'aiguille perpendiculairement et on va réorienter son aiguille vers le bas, vers les commissures. Alors là, c'est pareil, c'est assez théorique pour moi parce que je n'ai jamais vraiment bien vu la différence. Soit la commissure homolatérale, si on voulait avoir la branche alvéolaire de ce nerf maxillaire, et du coup plutôt s'orienter pour la chirurgie dentaire, et sinon s'orienter vers la commissure labiale contralatérale pour une chirurgie du palais. Bon, en pratique, je pense que c'est très théorique parce que même à l'échographie, on n'arrive pas du tout à avoir ce niveau de précision. Alors aujourd'hui, on va plutôt prendre l'échographie pour s'aider à guider son geste. Donc on va utiliser la même technique de ponction. On va le même abord, vous voyez par ici, et puis là vous l'avez sur une autre façon de le faire, on va en parler après. Un abord suprazygomatique, et en fait aller rentrer l'aiguille et aller la retrouver en positionnant sa sonde ici. La retrouver un petit peu plus bas et guider l'orientation de l'aiguille et l'injection d'anesthésique locale avec l'échographie. Alors vous voyez, j'ai mis une photo et une vidéo à côté, deux techniques possibles. Je suis équipé d'une petite sonde microconvexe comme celle-ci. Je vais pouvoir avoir une approche dans le plan, parce qu'on va pouvoir orienter sa sonde dans le plan des ultrasons et son aiguille aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir guider un petit peu plus, vous allez voir les vidéos après, sa ponction. Très souvent, on n'en a pas des sondes comme ça, mais ce n'est pas un problème, parce qu'on va pouvoir utiliser une sonde linéaire classique, à haute ou moyenne fréquence, mais bon, c'est un bloc superficiel, et guider hors plan son aiguille pour réussir à placer l'anesthésique locale au bon endroit. Alors vous verrez, les rapports sont assez simples à voir et les images ne sont pas magnifiques, vous allez voir après. On va aller rechercher en fait des reliefs osseux qui sont des reliefs du maxillaire. Le sénoïde, c'est discuté, en tout cas c'est deux reliefs osseux, et aller chercher une fosse comme ça qui sera limitée au-dessus par le muscle masséter, et en dessous on pourra retrouver l'artère maxillaire. Et en fait l'idée c'est d'aller dans cette fosse ptérygopalatine infiltrer l'anesthésique locale. Alors voilà les images qu'on peut réaliser avec une sonde microconvexe. Alors c'est vrai qu'en plus avec la lumière c'est encore moins bien. C'est une sonde basse fréquence, du coup avec une résolution qui est quand même pas merveilleuse en superficie. Vous voyez que c'est un bloc qui est relativement superficiel, on est à 4 cm de profondeur à peu près. Du coup, vous voyez l'intérêt d'ici d'avoir cette sonde microconvexe, c'est qu'on va pouvoir la mettre dans le sens de l'aiguille et du coup essayer de repérer son aiguille. Et donc là, on la voit ici qui bouge. On va pouvoir repérer un petit peu son aiguille. L'idée, c'est surtout de gérer la profondeur. C'est qu'il ne va falloir pas être trop superficiel, parce que sinon, le bloc ne marche pas et on augmente les risques de lésions musculaires. On va pouvoir repérer, ça pourrait être un repère pour s'aider, parce qu'on sait que le nerf va souvent être à côté, l'artère maxillaire. Donc on va pouvoir utiliser de la couleur pour voir apparaître cette artère maxillaire. Ici, on voit par moment. Et puis, la couleur pourra aider aussi au moment de l'injection de l'anesthésique locale pour voir où est-ce qu'on met l'anesthésique locale, même si c'est quelque chose qu'on arrive relativement à bien voir comme de l'hydrolocalisation sur nos blocs d'ALR habituels sur les membres. Donc on parlait de l'enfant, nous ça a été notre première utilisation, il y a pas mal de papiers là-dessus, de l'intérêt de faire un bloc du nerf maxillaire pour la chirurgie de fente labiopalatine.
Et donc ce qui avait été intéressé, là, ah oui c'est bizarre, là, ça s'est mis en inversé, c'est qu'il s'était intéressé à savoir quel était le pourcentage de réussite du bloc en fonction de la profondeur. Et on voyait qu'en fait il fallait surtout, vous voyez quand on faisait un bloc superficiel, que l'anesthésique locale était trop superficielle, ben, le bloc ne marche jamais. Alors que si on le fait en profondeur dans la fosse, et bien en fait ça marche toujours. Donc l'intérêt de l'échographie va être de guider son aiguille et son infiltration plutôt en profondeur. Le nerf mandibulaire, donc dernière branche, donc celle qui va vers la mandibule maxillaire inférieure. Donc ça c'est le dernier nerf qu'on va pouvoir aller bloquer. Donc là c'est plus le foramen rond, mais ça sort par un foramen ovale. Et donc du coup ça descend en arrière-plan, en arrière du plan du ptérygoïde. Donc c'est un nerf qu'on va retrouver, vous allez voir, derrière la branche montante de la mandibule, un tout petit peu en avant, mais enfin en profondeur à cet endroit-là. Le territoire sensitif, c'est les 2 tiers antérieurs de la langue, et ça peut avoir un intérêt aussi, parce que dans les chirurgies carcinologiques de la langue, ça peut être un bon complément d'aide, parce que c'est des chirurgies qui sont des fois douloureuses, et que ça peut permettre, là aussi, de mieux gérer son anesthésie. Les dents et les gencives, et évidemment l'os de la mandibule. Les territoires cutanés, vous les avez vus tout à l'heure, c'est à la fois toute la peau en regard du maxillaire inférieur, et on l'a vu tout à l'heure aussi avec le nerf auriculotemporal qui est une branche terminale du nerf mandibulaire. Hop. Alors les indications, c'est la chirurgie dentaire du maxillaire inférieur. Ça pourrait être très utile pour des édentations multiples. Ça évite pareil toutes les infiltrations locales. Les ostéotomies de la mandibule et les génioplasties quand ils touchent juste à la pointe du menton. C'est un vrai intérêt, et chez nous, on l'a vachement développé là-dessus, sur la chirurgie carcinologique ORL, et en particulier les BPTM, les bucopharyngectomies transmandibulaires, parce que du coup, on va avoir quand même l'intérêt toujours pareil de l'épargne morphinique, et puis surtout de réussir à faire dormir des patients qui ne sont pas toujours évidents à faire dormir, et de permettre d'avoir une analgésie des premières heures plus confortable. La chirurgie de la langue aussi. Puis vous allez voir, il y a un petit papier là-dessus, même s'il n'est pas merveilleux, je vous le montrerai après, mais c'est un intérêt dans la gestion du trismus en urgence. C'est vraiment un super outil si on veut diminuer sa quantité de morphine et avoir une stratégie opioïde-free ou opioïde-light. C'est vraiment intéressant. Les complications, on peut avoir une paralysie faciale transitoire, donc par diffusion, c'est plutôt musculaire, et puis des ponctions de l'artère musculaire parce qu'elle passe à côté. Toujours pareil, dans ces blocs profonds, la seule contre-indication, finalement, c'est les troubles de la coagulation, qu'ils soient constitutifs ou acquis, les anticoagulants, parce qu'on est théoriquement dans des zones qui seront inaccessibles et non compressibles. Donc là, il va y avoir plusieurs façons de l'endormir. Alors, soit avec des repères cutanés, souples, ici. Donc, on va aller palper sa branche montante là, de la mandibule. On va aller trouver ici le petit foramen entre le condyle et la coronoïde, et ça on le ressent assez facilement au doigt. Et puis on va faire une ponction perpendiculaire. Vous voyez à droite, on pourra s'aider, ça c'était avec des repères anatomiques seuls, on pourra s'aider sinon d'une neurostimulation aussi. Bon, c'est un peu has-been, mais finalement ça marche pas mal. Et aller chercher une petite contraction du masséter et un petit mouvement de la mandibule. Alors aujourd'hui, évidemment, on peut faire un petit peu mieux. On va aller utiliser l'échographie pour s'aider à guider son geste. Là encore, 2 options. Soit je suis équipé d'une sonde microconvexe, et c'est l'image que je vois là, qui va me permettre finalement de faire rentrer pile mon faisceau d'ultrasons dans cet espace. Soit je n'ai qu'une sonde linéaire, ce qu'on a le plus souvent, mais pour autant ça ne va pas être un souci, parce que je vais pouvoir retrouver à peu près les mêmes repères à la fois osseux, musculaires et les vaisseaux, et faire une ponction qui sera du coup plutôt hors plan. Hop, alors je ne sais plus si celui-ci partait ou pas, voilà. Donc vous voyez que c'est une zone où il y a des vaisseaux, on retrouve souvent l'artère maxillaire, et que du coup on va aller infiltrer un petit peu en profondeur par là, et que très souvent on arrive à voir le nerf mandibulaire en particulier avec une sonde linéaire où on aura une meilleure résolution.
Alors il commence à y avoir une littérature sur l'intérêt de ces blocs, et là c'est relativement récent, tout ça c'est 2021-2024, c'est Montpellier et Toulouse, qui montrent que en fait, c'est un vrai intérêt de les associer, en particulier dans la chirurgie orthognatique, de les associer à l'anesthésie générale, parce que ça va permettre une réelle épargne morphinique, en particulier en post-opératoire. En péropératoire, ça ne montre pas grand-chose, que très souvent les chirurgiens faisaient déjà de l'infiltration locale avec des cycles locaux adrénalinés et éventuellement des blocs tronculaires aussi, en particulier du nerf mandibulaire à l'épine de Spix. Nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est une meilleure stabilité péropératoire, une meilleure stabilité hémodynamique. En fait, on a très très peu d'à-coups. Alors, c'est discuté. Il y aurait possiblement une diminution de la perte sanguine. Ça ne se retrouve pas dans toutes les études. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on avait remontré. Parce que cette étude, enfin, en tout cas en particulier, celle de droite, là, qui a été faite par l'équipe de Toulouse l'année dernière, nous, on l'avait faite il y a 5 ans. On avait trouvé exactement les mêmes résultats, mais nous, on avait montré une diminution de la perte sanguine sur les osteotomies bimaxillaires. Alors, avec la limite de la difficulté d'évaluation réelle du saignement, on était passé de 1,2 litre en moyenne, 100 blocs, à moins de 600, c'était 500 et quelques, grâce à un bloc maxillaire et mandibulaire sur des osteotomies bimaxillaires. Le gros intérêt, il est surtout en salle de réveil, dans la qualité du réveil, parce qu'on aura des patients qui ne sont pas morphinisés, qui du coup ont des réveils assez francs, qui ne vont pas être agités et qui n'auront pas besoin le plus souvent de morphine, et que surtout on va gommer les effets un petit peu plus aléatoires de l'infiltration, où on avait parfois des douleurs sévères. Et ça, c'est retrouvé dans les différents papiers. Je suis désolé, Sébastien. Ouais. Je vais être le méchant, mais il faut que... C'est fini, ouais. Merci. Le dernier truc, alors le papier n'est pas merveilleux, mais en tout cas moi ça a été un changement de pratique dessus, c'est que ça a un intérêt pour les patients qui arrivent en trismus de faire un bloc en premier et ensuite de l'endormir, et que très souvent, on récupère toujours une ouverture de la bouche suffisante pour pouvoir utiliser un vidéolaryngoscope. Voilà, donc c'est des blocs qui sont très simples, peu dangereux. L'échographie, c'est un apport réel. Le gros intérêt, c'est l'épargne morphinique, et du coup on va pouvoir optimiser vraiment le parcours des patients, qui sont souvent des patients jeunes en plus, en tout cas pour les blocs profonds. Je vous remercie. Merci Sébastien.